Merci beaucoup. Oui, je vais me présenter par le blog, tu l'as bien dit. Donc mon blog sur un son rap créé en 2009, mais toute fin 2009, donc fait partie de cette vague des 50 premiers carnets. Je l'ai ouvert à l'intersection de deux événements. Le premier, c'est ma soutenance de thèse, 2 mois auparavant, qui venait sanctionner un parcours doctoral long, difficile, souvent solitaire, une thèse consacrée à une socio-histoire du rap en France. Pendant ces 7 années, j'étais soumis à un bombardement d'informations et de discours. J'y reviendrai peut-être. Le rap est un objet bavard, à la fois parce que c'est un genre musical où les paroles sont importantes, mais aussi et surtout parce qu'il s'inscrit dans des espaces publics médiatiques où il est constamment et abondamment exposé, commenté, débattu et au cœur de nombreuses polémiques. Ce bombardement doublé de mes dispositions sociales m'avait paradoxalement conduit à une forme relative de mutisme pendant ma thèse, d'absence de discours public. Le second événement, c'est mon recrutement comme ingénieur d'études au Cléo, juste après ma soutenance de thèse, et j'ai commencé à travailler comme validateur Calinda en face de Raphaël Daudet, qui était alors chargé du développement de la plateforme Hypothèse avec Pierre Mounier. C'était donc à la fois un moyen d'intégrer un nouvel univers, celui que j'apprendrai à décrire comme l'univers des Digital Humanities, et d'approfondir un discours public sur mon objet de recherche, amorcé, bien modestement amorcé par la rédaction de ma thèse, lue par une demi-douzaine de personnes. Donc, pour répondre à la première partie de la question, pourquoi je blogue, je me suis replongé dans le formulaire que tout aspirant carnetier remplit quand il ouvre un carnet en propre. Et donc, je l'ai relu. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'était assez amusant comme expérience, revenir sur ce que je pouvais projeter dans cette activité. Et c'est surtout les décalages avec ce que je projetais qui me frappent avec presque 10 ans de recul. Dans mes objectifs, je souhaitais expérimenter un rapport plus régulier à l'écriture publique que celui que j'avais pratiqué dans ma thèse. Je n'ai pas vraiment réussi, ou en tout cas, c'est d'abord passé par le blogging. J'espérais tester des modalités de discussion utiles à la recherche, et je formulais tout ça dans l'idée d'un objectif d'expérimentation sceptique. Ce scepticisme, c'était précisément lié à des questions qu'on a un petit peu déjà évoquées. La question de est-ce que le blogging va représenter un surtravail? J'étais à l'époque en situation de précarité, je ne le suis plus aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui le sont sur la plateforme Hypothèse, dans l'équipe Hypothèse, dans les mondes de la recherche en général. Donc qu'est-ce que c'est que cette activité qui vient, quelle place elle prend dans tout ça? Et puis, je me posais aussi des questions sur la visibilité publique qu'un carnet peut donner sur un objet aussi polémique que le rap. Dans ce projet aussi, j'avais l'ambition de publier un billet par semaine, et j'avais l'ambition d'archiver les prises de position publiques sur le rap. Donc, pourquoi je blogue? Ce sont aussi quelques belles histoires numériques, mais pas seulement numériques, c'est aussi des belles histoires en dehors des mondes numériques. Et ce sont aussi les gratifications que ces belles histoires apportent qui expliquent pourquoi, 9 ans après l'ouverture de Sur un son rap, je suis très très loin d'avoir pour projet d'en faire un carnet archive et de le fermer. Ce blog m'a permis de retrouver des enquêtés 20 ans après leur présence dans les mondes du rap, des personnes qui avaient très occasionnellement rappé dans les années 80. Ça m'a beaucoup aidé dans l'approfondissement de la dimension historique de mon objet. Ça m'a permis d'entrer en dialogue direct avec des producteurs de savoir des mondes que j'étudie, notamment les sites d'expertise de critique musicale. Ça m'a permis de conserver des ressources, qu'elles soient académiques, empiriques, qu'elles soient les miennes ou celles de collègues qui étaient menacés de disparaître, des résultats significatifs par exemple dans des mémoires de master, très difficilement trouvables, des échanges dans des conférences publiques qu'on ne peut plus retrouver après, etc. Ça m'a permis aussi de présenter des expérimentations numériques, la question des conversations en ligne, le rapport au réseau social, commercial, académia, le fait de repenser la forme des actes de colloque en régime numérique, donner des pistes sur la façon d'habiter des thèmes WordPress, etc. Et pour résumer ces belles histoires, je voulais prendre 3 petits exemples rapidement. Peut-être la plus belle et la plus conforme des belles histoires numériques, c'est celle de ce billet que j'ai publié, je crois que c'était en 2013, ouais, c'était 2013 ou 2014. Dans le cadre de la préparation de mon livre Une histoire du rap en France, j'avais fait une recension des lieux de danse à Paris et dans les années 70 et 80. Et j'avais fait une Google Map, une cartographie que l'on pouvait encapsuler dans le billet. Donc c'était très amusant aussi au niveau de l'outil. C'était une façon pour moi d'explorer un nouveau possible du blogging sur Hypothèse. Et donc j'avais fait cette cartographie des lieux de danse à Paris.
Et contrairement à ce qu'a dit Marin, le blog sur un son rap ne fait pas l'objet de beaucoup de commentaires, mais il y a un billet qui fait l'objet d'énormément de commentaires. C'est un billet qui a donné lieu à plus de 500 commentaires et qui continue d'avoir des commentaires régulièrement sans que je n'y fasse rien. C'est pas des commentaires qui me sont adressés, même s'ils sont passionnants pour moi, et puis c'est très très gratifiant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est tout un ensemble de personnes qui ont fréquenté ces lieux et partagent, donc c'est les dansers dans les années 70 et 80, donc c'est des gens qui ont 50, 60 ans et qui se souviennent de ces années et qui partagent des détails parfois très précis, le type de jean à la mode à l'époque, le nom du videur, le DJ de telle à telle année, et évidemment en faisant ça, ils partagent des informations qui sont très intéressantes potentiellement. Alors, c'est très frustrant pour moi de ne pas avoir trouvé le temps d'abord d'actualiser la cartographie avec toutes les nouvelles informations et les témoignages qu'on peut mettre voilà, je voudrais qu'on puisse cliquer sur les petits pointeurs de la Google Maps, ce qui est le cas, hein, et de dérouler des extraits de témoignages. Mais surtout, je cherche avis aux amateurs et aux amatrices. Je suis en contact avec des collègues aussi là-dessus, mais je cherche toujours un éventuel étudiant, une éventuelle étudiante de master qui souhaiterait, dans le cadre d'un mémoire, faire des entretiens pour une histoire orale de ces lieux de danse. Il faut savoir qu'il y a extrêmement peu de choses sur les débuts, même pas que les débuts, des discothèques en France. C'est quelque chose qui était hors des radars de la sociologie de la culture notamment, parce que ce n'était pas des pratiques assez légitimes, mais c'est des pratiques très très importantes et très puissantes pour les gens qui l'ont fréquenté. Et là, avec Hypothèse, on a une source d'enquêtés potentiels très riches. Ils ont tous renseigné évidemment leur email, et c'est des gens qui sont très demandeurs en fait d'échanger, de partager là-dessus. Je raconte juste une des 3 histoires que j'avais prévues. Donc rapidement, le blog m'a permis de répondre, et de façon assez polémique et virulente, à un journaliste, plutôt un journal qui n'a pas fait du témoignage que j'ai produit, ce qui me paraissait honnête. Donc c'était 20 minutes autour d'un sondage sur les publics du rap. Et puis à l'inverse, le blog a permis à des gens du monde du rap de m'interpeller de façon assez virulente autour de mon livre, en disant: comment est-ce possible que vous ne mentionnez même pas tel et tels acteurs du monde du rap, en l'occurrence les animateurs des fanzines, des fanzines spécialisés des années 90, et c'était assez vrai. Et à la suite de cette interpellation, en fait, j'ai pu faire un billet et un entretien avec l'un des rédacteurs en chef de ces fanzines des années 90, et proposer à la fois une forme de réception de cette critique, une forme de réparation modeste, et en même temps à prolonger, à approfondir ma recherche, parce que c'était un entretien passionnant et qui m'a été utile pour la suite. Voilà pour une partie de pourquoi je blogue. Maintenant, comment je blogue ? Très rapidement, ma pratique du blogging s'est affranchie de tout ce qui pouvait entraver un principe premier et intangible de blogging, le plaisir. Je cite André Gunther là-dessus. Je blogue parce que j'en ai envie et parce que j'en ai le temps, et quand j'en ai le temps, je consacre ces dernières années moins de 30 heures par an à mon blog. Et dans l'interface privée de mon blog, il y a autant de billets en mode brouillon que de billets publiés, des projets de billets qui n'ont peut-être pas encore vu le jour, la salle d'attente des envies en quête de moyens. Comme je veux que ce soit d'abord une question de plaisir, j'ai un faible contrôle depuis 10 ans de ma pratique de blogging. Elle est née aussi de la précarité scientifique, professionnelle, des contingences de ma libido sciandi. Et donc, cette communication est pour moi l'occasion de faire un retour sur le résultat non voulu, mais loin d'être refusé, de tous ces choix en partie inconscients. Par contre, en bon sociologue, j'ai cherché à mettre à l'épreuve mon ressenti à l'aide d'éléments matériels, empiriques, sur comment je blogue, armer ma réflexivité. De façon très classique, j'ai essayé d'identifier l'objet de mes publications, leur destinataire et quelques éléments de leur réception, à partir de 2 indicateurs, la fréquentation des billets et le taux de commentaires rapporté à la fréquentation. Alors d'abord, faire des billets, nature des publications. À partir d'une typologie inductive qui met notamment en valeur différentes activités au sein du faisceautage de mon activité de chercheur. C'est la diversité qui me frappe avant tout. Et j'ai proposé de distinguer 2 types d'activités différentes, des billets de valorisation et des billets plutôt de présentation, qui renvoient à des logiques différentes. Du côté de la présentation, c'est une mise en visibilité de la recherche en train de se faire. De l'autre côté, du côté de la valorisation, c'est la mise en valeur de produits de la recherche achevés, mais ce produit de la recherche, ce n'est pas forcément des publications. Ça peut être des objets issus de la collecte de matériaux, par exemple un entretien. Ça peut être un objet de vulgarisation, une interview donnée à la presse, etc., etc.
Du côté des destinataires, je vais aller vite. Je vous ai fait une représentation des bulles, de mes bulles de destinataires. Et vous voyez qu'il y a en gros en haut plutôt ce qui est extra-académique, en dessous ce qui est plutôt académique, avec un nombre de billets. Hein, le chiffre indiqué, c'est le nombre de billets consacrés à chaque destinataire, qui est relativement équilibré entre ces différents destinataires. Et à l'aide de ces différentes typologies, ça me permet d'avoir des pistes en tout cas sur qui lit mon blog comment, en croisant ces typologies avec les statistiques de fréquentation et le nombre de commentaires. Et donc j'ai été frappé en premier lieu par le fait que les types de billets qui suscitent l'intérêt du nombre le plus important d'internautes ne sont pas nécessairement ceux qui génèrent le plus de réactions par le biais des commentaires. Pour le dire très rapidement, et parce que le temps tourne, ça peut paraître logique, mais c'est quand même un résultat. On a d'un côté des billets qui sont très fréquentés et très peu commentés. C'est souvent ceux qui sont destinés au grand public. C'est dans une moindre mesure, c'est surtout ceux destinés au grand public. Je vais m'arrêter là. Il y a des billets qui sont peu fréquentés, mais plutôt très commentés. Et ça va être ceux qui sont destinés souvent au monde académique, mais pas au monde académique en général, à des sous-espaces qui fonctionnent en partie en fait comme communauté d'échange. Et donc ça va être les carnetiers et l'espace des digital humanities d'un côté, l'espace des hip-hop studies, des gens qui travaillent sur le même objet que moi, par ailleurs, de façon interdisciplinaire. C'est d'autant plus intéressant, notamment dans le cas des hip-hop studies, que c'est des billets qui sont assez peu... ils sont assez peu vus, mais ils sont très commentés. Donc il y a vraiment des choses différentes qui peuvent se jouer entre, dans l'adresse aux différents publics. Les amateurs de rap sont aussi très réactifs. Donc là aussi, on a un effet communauté. C'est pas un effet communauté qui est propre au monde académique. C'est un effet de personnes qui sont en fait déjà agrégées probablement dans l'espace numérique on pourrait dire en monde social, puisque c'est un peu la définition historique du monde social chez Strauss, mais avant lui chez Shibutani, c'est l'idée d'une communication à distance. Donc les canaux de communication à distance existent, et hypothèse, mon blog en tout cas, peut se greffer à ces canaux qui existent, y compris en dehors de la sphère académique et de la sphère hypothèse. Bon, je reviendrai peut-être sur ces aspects-là tout à l'heure. Et j'en viens au dernier point que je voulais aborder, puisque le temps tourne rapidement. Hétérogénéité des types de billets que je publie, hétérogénéité des destinataires de ces billets, décalage dans les usages lectoriaux entre l'approche par curiosité et l'approche par réactivité. Qu'est-ce que tout cela m'enseigne sur ma pratique du blogging ? Ça m'aide à mieux comprendre pourquoi assez tôt, c'est la formule de lieu propre empruntée à Michel de Certeau qui m'a aidé à qualifier le rapport que j'entretiens à mon blog, alors même que je publie sur d'autres carnets de recherche, souvent collectifs. C'est une idée qui est assez souvent avancée sous des métaphores variées, tout aussi éloquentes les unes que les autres. Dacos et Mounier parlaient en 2010 d'une interface entre son auteur et son environnement, pris dans sa diversité et sa complexité. On ne saurait mieux dire. André Gunther soulignait pour sa part comment la pratique du blogging avait ouvert un espace à se réapproprier, voire à s'approprier, espace autosuffisant grâce auquel le chercheur peut s'adresser par ses propres moyens au monde extérieur. Et Mélodie Faury a déployé à de multiples reprises la métaphore de l'habiter, être habitant d'un carnet, faire donc du carnet une sorte de maison. Et je reconnais mon expérience dans toutes ces lignes. C'est cette expérience que je qualifie de la formule du lieu propre qui me permet d'insister aussi sur la question du pouvoir, des rapports de pouvoir déjà présentes en filigrane des analyses que j'ai citées. Pour Michel de Certeau, le lieu circonscrit comme un propre émerge lorsqu'il devient possible de se distinguer d'une extériorité et ainsi de gérer ses relations avec cette extériorité. C'est une victoire de l'espace sur le temps. La condition de cette opération, bien entendu, c'est un dispositif de pouvoir. Et la blogueuse Jill Walker soulignait dès 2006 que le dispositif du blogging scientifique conserve l'opposition entre une scène, les rédacteurs du blog, et un public, amené éventuellement à commenter. Et elle identifiait très clairement, que le blogging scientifique identifie très clairement le locuteur principal et en manifeste le plus souvent les titres académiques. Il en construit donc l'autorité dans tous les sens du terme. Dès lors, l'espace peut jouer contre le temps, des calculs stratégiques peuvent se déployer. Je peux m'engager dans une négociation avec des enquêtés pour qui la visibilité publique est un enjeu en ayant quelque chose à leur offrir, notamment dans des mondes où la notoriété est importante comme les mondes du rap. Je peux dire, je vais faire un entretien avec vous, mais ça ne sera pas dans un improbable texte lu par 6 personnes 10 ans après notre rencontre. Ça sera une interview qui va se retrouver sur mon blog, qui est fréquentée par une dizaine de milliers de visites par mois.
Je peux nouer des relations avec des journalistes en sachant que s'ils rompent notre pacte de confiance, je dispose d'un espace où répondre, même s'il est évidemment pas à la même mesure, hein. Fréquentation de sur un son rap et la lecture de 20 minutes, c'est pas exactement la même chose. Je peux initier toutes sortes de collaborations et d'initiatives jusqu'au plus éphémère, en sachant que si je le souhaite, je peux en conserver une trace, associée de surcroît à mon nom. Bref, mon blog est un lieu propre en ce qu'il me permet d'agréger en une forme commune l'hétérogénéité de mes pratiques liées au monde académique, mais aussi toutes sortes d'interactions, d'être un levier d'action avec les personnes avec lesquelles, en tant que chercheur, je coopère. Donc j'ai déjà rempli les 15 minutes qui m'étaient imparties, donc je vais finir sur juste le point que je souhaitais développer au même titre que le premier, c'est qu'il y a un contrepoint logique à l'idée de lieu propre. Chez Michel de Certeau, ce sont ceux qui évoluent dans le lieu de l'autre, les arts de faire, et la lecture est par excellence un art de faire. Et donc je voulais me proposer une lecture de la question justement de la conversation sur les blogs, et une critique de certaines façons de la décrire ou de la penser, mais je n'ai pas le temps de le faire, donc on y reviendra peut-être à la lumière de Michel de Certeau, on y reviendra peut-être dans les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Karim, je vois qu'il y a matière pour un certain nombre de billets de blog dans tout ça.